On commence dans le vif du sujet, vidéo politique, c'est la cata dans notre pays. Les écoliers français derniers en maths dans l'UE, dans l'OCDE, ça ne va pas du tout. Nous sommes 42e dans les classements. Voilà, ça ne va pas, on est mauvais, on ne sait pas ce qui se passe. Pourtant, on a tenté des réformes, en toute bonne foi j'imagine. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire sur la réforme du bac, c'est ce graphique. Donc on parle beaucoup de la différence garçon-fille dans les choix de carrière scientifique. Moi j'ai envie de vous montrer le graphe général dans tous les cas. Depuis la réforme, malheureusement, le nombre de bacs scientifiques chez les garçons est passé de 63 à 41%, 20% de descente, et chez les filles encore pire, on est passé de 44% à 17%. Voilà, que ce soit une mauvaise information aux parents, aux adolescents, ou le fait de leur laisser choisir, et donc ils se disent bah, pourquoi s'embêter à faire des maths, en gros, ça va pas. On perd dans notre pays un nombre de cerveaux qu'on pourrait peut-être intéresser et former aux carrières scientifiques, on a besoin d'ingénieurs, ça ne va pas, alors que, point positif, nous sommes capables de pondre un nombre de médaillés Fields incroyable. On a des écoles brillantes, l'école normale, on a des gens incroyables, on sait nourrir l'excellence quand on s'y met. Mais il y a un problème au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'école primaire, collège, lycée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelques lueurs d'espoir, une notamment dont je veux vous parler aujourd'hui. Le TESIA, c'est une initiative à l'origine de laquelle on trouve le professeur de mathématiques de MP Étoile de Ginette depuis 15 ans, qui est maintenant, alors il s'appelle Clément, qui est maintenant professeur de MP Étoile en mathématiques à Auch, à Versailles. C'est quelqu'un de très brillant et qui a décidé, à l'époque avec quelques collègues, de lancer un concours un peu normé, standardisé, mais de niveau assez élevé, donc pas à l'anglophone avec des questions trop simples, pour permettre aux classes préparatoires de mieux cerner les élèves et permettre aux élèves de mieux se jauger eux-mêmes. L'idée, c'est améliorer en partie la méritocratie, parce que par exemple, si vous avez un 19,5 de moyenne dans un lycée de province inconnu au bataillon dans les prépas françaises, et bien peut-être que ne connaissant pas votre lycée, par défaut, vu que vous avez 19 et que tous les bons dossiers ont 19, eh bien on vous prendra pas. C'est pas juste, c'est même horrible. Déjà pour la France, on gâche peut-être un beau potentiel d'ingénieur pour notre industrie, mais c'est également injuste pour l'individu. Et bien le TESIA a pour but de combler ça et d'avoir un petit peu de standard, donner un peu un standard aux élèves et donner un standard aux classes préparatoires pour pouvoir, avec un peu de chance, rendre ce marché en fait qui est Parcoursup, honnêtement il y a une demande, une offre, et ben, un peu plus transparent, un peu plus clair, permettre aux gens d'y voir mieux et de mieux les orienter, et de favoriser comme ça l'accession à des carrières scientifiques aux gens qui le méritent et aux gens qui en ont le plus envie et qui l'ont le plus travaillé. Donc j'aime beaucoup le concept. Sur cette chaîne, vous avez déjà vu que j'ai corrigé plusieurs années, plusieurs exercices de ce concours. Je vais vous remettre un petit peu d'informations très importantes. Je vous sors la vidéo maintenant, bien sûr, parce que vous allez voir que les inscriptions approchent. Ça, vous le savez peut-être. Mais hop, alors on va dézoomer un petit peu. Sur le site officiel du TESIA, on voit que le TESIA se déroulera le 15 mars 2025 entre 14 et 10h30 heure de Paris. Donc si vous êtes dans les dom-toms, ce sera le matin. Où est-ce qu'il se déroule? Il y a pas mal de centres d'examen, ça vous pouvez regarder. Ce qui est important, c'est l'ouverture des inscriptions. C'est ouvert depuis le 26 décembre et vous avez jusqu'au 16 février pour vous inscrire. Je vous conseille très fort de vous inscrire. Vous avez toutes les infos sur le site, vous avez tout en description. Je vous mets également une interview de 30 à 40 minutes environ que j'ai faite de Clément, le professeur, qui est le président de l'association, gérant le TESIA, donc le test scientifique avancé. Vous avez ici dans la foire aux questions toutes les infos importantes. Ce qui est important, ce que je vous répète, c'est surtout principalement ça, où est-ce qu'on peut le passer, et surtout les dates d'inscription. Donc on a l'inscription ici, et vous avez le tarif, donc tarif normal 25 €, réduit à 5 € pour les boursiers, très important. J'espère que vous allez vous inscrire, vous n'avez qu'à y gagner. Moi je vous mets ça en avant, j'ai rien à y gagner, à part une conviction personnelle que c'est vraiment très important. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pouvez gagner ? Eh bien, le fait que dans votre dossier, on peut, de manière bien transparente, claire pour vos dossiers, donc il suffit de lire sur le site comment faire, vous avez un code, donc en gros, il y a un code pour vérifier, vous pouvez donner le code secret de vos scores, de vos résultats, à Parcoursup, ensuite pour que les gens puissent vérifier les scores que vous avez vus. Donc vous avez un score sur des épreuves normées, et l'établissement auquel vous postulez peut vérifier le score que vous avez eu. Donc c'est excellent, si vous avez une bonne note, vous avez tout intérêt à le montrer, donc si vous avez été dans les 100 premiers, dans les 300 premiers, je ne sais pas, je vous souhaite de réussir très bien ce concours, et bien ça se saura et ça vaudra beaucoup dans votre dossier. Ça pourra vous montrer votre vrai niveau, entre guillemets, si vous avez peur que votre prépa, que votre lycée soit pas connu, ou qu'on ne sache pas qui vous êtes, si vous vous sentez lésé parce que n'appartenant pas malheureusement au bon quartier des bonnes villes, et ben vous pouvez utiliser ça.
Donc c'est incroyable, je vous conseille fortement de le faire. Et dans la continuité de cette vidéo promotionnelle, je vais vous corriger une partie du Tessia 2024, épreuve 1 qui est ici. Donc je vais vous faire une partie du corrigé. Je vous retrouve tout de suite avec un iPad et des exercices. On y est, exercice 1 du Tessia 2024, vous arrivez à la première épreuve, c'est ça qu'on vous donne. On vous donne à tout réel x différent de 0 et moins 1, la fonction ici. Et là, on a plein de questions, donc des questions QCM, et quelques questions un peu plus rares de rédaction. Vous aurez des questions R où il faut rédiger quelque chose, et des questions L, il me semble, où il faudra écrire la réponse. Juste écrire la réponse, par exemple dire, je sais pas moi, la suite est décroissante. Voilà, mais il n'y aura pas de solution. Et des fois, ce sera des questions R de rédaction. Ce ne sera pas juste une réponse à donner, mais bien une rédaction à faire. On va commencer. On vous dit, on a f de x ici, donc on va essayer de faire les questions une par une. Quand x tend à plus l'infini, la quantité f de x tend. On est sympa, on vous donne une petite question simple au début. Donc quand x tend à plus l'infini, à la fois 1 sur x et 1 sur x plus 1 tendent vers 0, 0 plus 0, la tête à Toto, c'est donc 0. Quand x tend vers 0 plus, là ça devient intéressant. Quand x tend vers 0+, cette chose-là tend vers 1 sur 0 plus 1, ça tend vers 1 en 0+. Ici, quand ça tend en 0+, qu'est-ce qui se passe? On sait que, hop, 1 sur x ressemble à ça. En 0+, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, plus 1, on compose les limites. 1 étant fini, ça nous donne bien, plus l'infini. Quand x tend vers 0-, alors de la même manière, hein, ici ça tend toujours vers 1. Alors peut-être un peu moins, mais voilà, ça tend vers 1 en 0-. C'est très bien. Ici en 0-, connaissant notre graphique de 1 sur x, hop, on sait que ça chute ici en moins l'infini. Bon, bah ça c'est pas très compliqué encore une fois, pas de surprise, moins l'infini, tout va très bien. Dérivée de la fonction f, on est parti, dérivée de f, on sait que c'est moins 1 sur x carré, moins 1 sur x plus 1 au carré. Voilà, ça se fait tout seul, dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré, dérivée de 1 sur u, petit rappel de cours, 1 sur u, le tout prime, c'est moins u prime sur u carré. Et ici j'étais très vite, pourquoi? Parce que u étant x plus 1, u prime c'est 1, et donc ça va très très vite, on obtient. Est-ce que la bonne réponse est là? Ça peut être aucune des valeurs, mais comme on reconnaît la question C, on sait répondre. J'avance, sur l'intervalle moins 1, 0. La fonction f, intéressant, est-elle croissante, constante, croissante, ni décroissante? Alors là, soit on part dans une dérivée, très bien, soit on réfléchit. On a la dérivée qui peut nous aider, mais beaucoup plus simple qu'utiliser la dérivée, on a une fonction 1 sur x qui est toujours décroissante. On lui ajoute quoi? Une fonction 1 sur x plus 1 qui également est toujours décroissante. Elle est juste décalée un peu de moins 1 ici. Elle est valeur interdite moins 1. Elle est aussi décroissante. Mais qu'est-ce que c'est qu'une somme de fonctions décroissantes? On peut bien sûr aller étudier la dérivée et dire que la dérivée est toujours négative quel que soit l'intervalle. Ça fonctionne. Mais c'est beaucoup plus élégant de dire la somme de deux fonctions décroissantes est bien évidemment strictement décroissante. Tout était strictement décroissant, la somme de deux est également strictement décroissante. Dresser sans justification le tableau de variation de f sur le domaine de définition. Eh bien c'est parfait, on y va. On ne se trompe pas, on écrit moins l'infini, plus l'infini, moins 1 valeur interdite, 0 valeur interdite. La fonction ne fait que décroître. Hop, valeur interdite ici, valeur interdite ici. Je trace 3 flèches vers le bas, ça ne fait que décroître. Hop, 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 hop. En plus l'infini, ça tend vers 0. On sait donc qu'en moins l'infini, ça tend également vers 0. Donc ça tend vers 0 plus ici, ça tend vers 0 moins ici. On sait qu'en 0, ça tend vers plus l'infini et vers moins l'infini. Et en fait, pour la fonction 1 sur x plus 1, c'est exactement le même comportement. On peut donc écrire plus l'infini ici, moins l'infini. Ce qui est intéressant, c'est sur moins 1, 0 ouvert, on a une espèce de bijection avec R. Et ici, entre moins l'infini et moins 1, on a juste une espèce de bijection sur R-, et ici une bijection sur R+. Voilà, sans justification, on indiquera les limites aux bornes des trois intervalles formant le domaine de définition. Et bien écoutez, c'est ça qu'on attend, x, f. F décroît, il y a des valeurs interdites, et il y a 6 limites. Ça se fait très vite, mais c'est un tableau complet, il faut bien le faire. Alors, on est bon. On donne à réel y, l'équation f de x égale y admet alors systématiquement une solution. Alors attention, la petite remarque que j'ai fait spontanément, vous voyez ça, il faut être proactif dans les questions sur les bijections, va être intéressante. Comme j'ai une bijection de R, c'est-à-dire qu'en fait n'importe quelle valeur de grand R sur l'axe Y va être atteinte au moins entre moins 1 et 0.
il est vrai que pour n'importe quel réel y, j'aurai systématiquement une solution, au moins une solution. Alors on va vérifier toutes les réponses pour être sûr, faut pas se tromper sur le phrasé, comment les choses sont dites, ça va être très important, il faudra être bien dans le détail. Une, deux ou trois solutions selon la valeur de y. Ça, c'est peut-être pas faux. Une solution si y vaut 0. Si y vaut 0, il n'y a qu'une seule solution. Il est impossible d'atteindre 0 ici, parce qu'on va jusqu'à 0+, impossible d'atteindre 0 ici. Il est possible entre moins 1 et 0 d'atteindre 0, une fois. Donc, pourquoi je vous dis ça? Selon la valeur de y, d'accord? Donc même pour la valeur 0, c'est possible. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir 3 solutions? Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est toujours au-dessus de 0, ici on est toujours en dessous, ici on a 0 qui est atteint. Je sais pas pourquoi je parle de 0 comme ça, mais en tout cas, voilà. Une ou deux solutions, c'est plus correct, parce qu'on a soit une unique solution, c'est ça que je voulais dire. Quand est-ce qu'on a une unique solution? C'est pour y égale 0. Pour y égale 0, il y a une unique solution. Donc c'est possible d'avoir une, selon la valeur de y. Exactement deux solutions, bah ça c'est faux. Ça oublie le cas 0. Pour n'importe quel réel positif, il y aura une solution. Donc c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Vous appliquez le théorème de la bijection si vous voulez entre 0 et plus l'infini. Pour n'importe quel réel positif, j'aurai une solution unique alpha ici. J'aurai une bêta ici, et je n'en aurai pas ici. Donc ça fait bien 2. Pour n'importe quel y négatif, j'aurai une solution bêta ici, une gamma ici si vous voulez. Mais pour 0, j'en aurai qu'une seule. Donc c'est bien une ou deux solutions selon la valeur de y. Systématiquement une solution, j'ai mieux compris, systématiquement ça veut dire dans tous les cas une. Non, il y a des cas où il y en aura plus. Donc sur R+, on en aura toujours 2. Pour un y dans R-, on en aura toujours 2. Pour 0 exactement, on en aura une. Ça c'est très intéressant, donc ça c'est faux, parce que y égale 0, ben, c'est faux pour lui. Un nombre fini de solutions, mais peut n'en admettre aucune selon la valeur de y, ça c'est faux, car on a compris qu'il y avait une bijection complète entre moins 1 et 0. Et donc, j'ai beaucoup parlé sur cette question, on peut dire que c'est une ou deux solutions selon la valeur de y. On passe aux dernières questions de cet exercice. Alors, intéressant, on voit qu'il y en a deux dans les dernières questions qui restent de l'exercice, vous verrez sur le sujet, hein, j'ai juste coupé pour que ça apparaisse à l'écran. On trouve deux solutions de demi-rédaction, c'est-à-dire donner des solutions. Préciser là où les valeurs de y, telles que f de x égale y, admet une unique solution. Travail déjà fait dans ma discussion spontanée au-dessus, donc moi je la fais parce que je vous conseille toujours sur cette chaîne d'être proactif, de bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, de pas juste avoir le nez dedans et un peu reculer pour voir, et ben ça a permis de répondre longtemps, quand j'ai trop parlé sur la question d'avant, j'ai beaucoup discuté, en fait de répondre à celle-ci. Et là vous répondez, 0. Hop, 0, c'est bien la seule valeur. L'ensemble, ça serait l'ensemble 0. La seule valeur pour laquelle il y a une unique solution, c'est une question L, il me semble que c'est donc les questions il ne faut pas rédiger. Là il fallait rédiger tout à l'heure parce qu'il y avait un tableau à faire. Là en fait c'est une question, il faut juste donner la réponse. Mais il n'y a pas de réponse proposée, donc il ne faut pas se tromper dans ce qu'on donne. Il aurait pu faire un QCM si vous voulez et mettre 0, 1 ou 2, mais justement on n'a pas envie de vous donner d'indices si vous n'avez pas pensé. Soit a et b de réel lorsque l'équation x carré plus ax plus b possède exactement deux solutions, quelle est la somme de ces solutions? Alors là c'est le théorème qui dit que quand on a deux solutions, on peut interpréter les coefficients comme ceci, x carré moins sx plus p. C'est-à-dire le coefficient devant x est égal à moins la somme. Et bien ça c'est très bien, ça veut dire que la somme des deux solutions c'est égal à moins a. Ah bah zut alors, elle n'est pas... La somme des solutions, c'est moins le coefficient devant. Elle n'est pas proposée. Ce n'est ni a sur 2, ni moins 2a, ni moins a sur 2, ni 2a. Tout ça, c'est faux. Oui, complètement faux même. Donc, aucune des autres réponses en général. Bah, c'est donc... c'est ça, c'est très bien. Donc, c'est donc la réponse E. On fixe un réel pour lequel f de x égale y admet deux solutions notées x1, x2. Très bien. Donc, c'est un réel soit positif, soit négatif, mais pas nul. Donner en fonction de y la valeur de la somme x1 plus x2, on va essayer d'écrire ça. On va regarder f de x égale y si et seulement si. Hop, si et seulement si. Et ben on s'attarde pas, hein, ça fait 1 sur x plus 1 sur x plus 1 égale y. Si et seulement si. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. X plus 1 plus x sur x facteur de x plus 1 égale y. On va faire apparaître le polynôme du degré 2 et puis aller chercher tout ça. Ça me fait donc 2x plus 1 égale x carré plus x fois y. Donc je prends en fait ça et je le mets ici. Et je me retrouve avec, si et seulement si, en fonction de y bien sûr, x carré y plus x facteur de y moins 2, je mets tout du même côté, moins 1 est égal à 0. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors il y a du y ici. Est-ce que y est égal à 0? Non. Parce que y est égal à 0, justement, vu que c'est un des y pour lequel il y a deux solutions, alors y est différent de 0, je peux me permettre de diviser par y. Y différent de 0, donc je peux diviser x carré plus y facteur de y moins 2 sur y, donc 1 moins 2 sur y, moins 1 sur y, est égal à 0. La somme x1 plus x2 est égale à moins le coefficient devant x, c'est donc égal à 2 sur y, moins 1, ou bien 2 moins y sur y. Voilà ce que vaut la somme x1 plus x2 en fonction de y. C'est assez simple, faut bien être sûr de soi sur son calcul. Hein. Petit rappel si ça vous intéresse, quand j'ai deux solutions x1 et x2, pourquoi est-ce qu'on dit que on a la somme et le produit? C'est parce que quand je développe x moins x1, x moins x2, ça c'est la forme factorisée avec deux solutions, avec deux racines, bah, j'obtiens moins x1 fois x moins x2 fois x, donc j'ai moins x1 plus x2 fois x plus x1 fois x2. C'est ça qu'on appelle la formule moins sx plus p, tout bêtement parce que j'ai moins la somme fois x plus p. Donc c'est pour ça qu'on peut être bien sûr que là a égale moins s. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Là c'était l'exercice 1, vous verrez, il y a pas mal d'exercices ensuite de différents types qui parlent de différents sujets, des probas, ensuite en maths expert, il y a de l'arithmétique, etc. Beaucoup de choses pour s'entraîner. Il faut faire ça vite et bien. Là vous vous dites, bon ça va c'est très simple son truc, mais vous avez 1h30 et il y a beaucoup d'autres exercices en plus de celui-là, donc c'est un peu un challenge. Je vous conseille d'aller regarder. Inscrivez-vous. Inscription donc avant, il me semble, le 15 février. Enfin, je vous ai mis la date, vous avez les infos en description. Inscrivez-vous, participez, c'est pas bien cher, ça vaut le coup. Mettez dans le dossier. Puis vous savez quoi, si vraiment vous ratez complètement, 2025 c'est encore une année où c'est pas obligatoire, hein. Personne n'a dit que c'est obligatoire, donc si vraiment vous avez tout foiré, écoutez, vous en parlez pas, mais au moins vous avez participé, vous pouvez vous jauger, vous préparer, c'est toujours intéressant. Allez voir l'interview avec Clément, le fondateur du sujet, je la mets en description, elle est sur la chaîne, et je vous dis à la prochaine.